se lancer tranquillement. Donc oui, on est un peu plus je crois qu'on est 25 là dans le webinar. Bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinar en partenariat avec France FinTech sur le thème du renforcement du contexte réglementaire, notamment autour du KYC, et puis surtout des stratégies qu'adoptent les différents acteurs qui font face à ces réglementations. Donc moi, je m'appelle Samuel, je travaille chez IDnow. Je vais animer ce webinar. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, on a 3 intervenants avec des profils assez différents qui vont pouvoir apporter leur point de vue sur le sujet. Je vais les laisser se présenter individuellement. Alors, je vais faire ça par ordre alphabétique. Olivier, Artus, on va commencer par toi. On a 2 Olivier en intervenant aujourd'hui, donc je vais beaucoup vous appeler par vos noms de famille. Donc, Olivier, si tu veux bien te présenter rapidement. Bien sûr, Samuel, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Artus. Je m'occupe chez IDnow des ventes dans le domaine des services financiers pour l'ensemble de notre verticale. Et je suis ravi d'être ici avec vous, bien sûr, et avec Jean-Baptiste et Olivier. Merci Olivier. On va enchaîner avec Jean-Baptiste Audibert, si tu veux bien te présenter également. C'est Samuel, bonjour à tous, ravi également d'être là pour échanger sur ces beaux sujets. Moi, je suis leader dans les équipes stratégie opérationnelle et banque finance assurance de OnePoint, avec un historique du coup de conseils sur des sujets de stratégie opérationnelle, lancement d'offres, refonte de modèles opérationnels et de modèles technologiques, principalement pour les acteurs des services financiers. Top. Et Olivier Kouvarakis, je vais te laisser conclure sur les présentations. Bonjour à tous. Donc Olivier, je suis en charge du marketing et du produit chez CoinHouse, qui est la première plateforme de crypto en France, à avoir été régulée dès 2017. Et donc j'interviens notamment sur tous les parcours et toute la compliance produit sur les services qu'on délivre à nos clients. Génial, merci beaucoup. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour toi, Jean-Baptiste. On va commencer par revenir un peu en arrière sur ce qui déclenche le renforcement de la réglementation. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce contexte de manière très générale, Jean-Baptiste? Avec plaisir, effectivement. Et alors, je vais enfoncer du coup beaucoup de portes ouvertes. Mais ce qu'on voit là ces dernières années, et notamment tiré par le Covid, c'est de plus en plus de consommation digitale dans les services financiers, mais dans tout un tas d'autres domaines aussi. Donc le Covid qui a forcé finalement un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs des services financiers, à digitaliser au maximum les parcours, de l'onboarding à la consommation des produits et services bancaires. Donc une digitalisation qui était en cours évidemment, mais qui s'est fait encore plus à marche forcée, et qui a, à mon sens, tiré un certain nombre de risques qu'on évoquera, je pense, un petit peu après, et où le régulateur est un petit peu forcé d'intervenir pour finalement poser un cadre qui soit stable, réfléchir aussi de manière globale. On parlera, je pense, de contexte européen et de contexte mondial un petit peu plus tard, mais il y a de vraies réflexions, et c'est tout à fait logique au niveau européen, pour essayer d'uniformiser un petit peu plus le cadre, faire en sorte que les réglementations soient uniformes, et puis une volonté, et on l'a vu là ces derniers temps, une volonté aussi du régulateur de s'assurer que l'ensemble des diligences sont correctement faites. Et on voit entre les missions ACPR, pour les citer en France, et quelques cas d'amende ou de rappel à l'ordre qui ont eu lieu ces derniers temps, on voit que le régulateur est d'autant plus vigilant sur les bonnes diligences, la bonne application des réglementations qui ont tendance à se renforcer, pour s'assurer que dans un contexte et dans un monde de plus en plus digital, on a bien de la sécurité qui est offerte aux clients, aux prospects, et puis sécurité aussi pour ces organisations des services financiers autour de ces sujets-là. Olivier, alors Olivier Artus, pour le coup, j'évoquais en intro le titre qu'on a choisi avec France FinTech, à savoir le renforcement du contexte réglementaire. Toi, de ton côté, tu parlerais pas forcément de renforcement, mais plutôt de mise en œuvre de réglementations existantes, si j'ai bien compris? Ouais, tout à fait. Ce qu'on constate, en rebond de ce que Jean-Baptiste exprimait juste avant, on constate qu'il existe déjà bien avant ce renforcement et
Et bien avant d'ailleurs le Covid, il existait déjà un certain nombre de moyens qui étaient orchestrables et qu'on pouvait, je dirais, mettre en œuvre dans différents parcours et qui permettaient aux organismes financiers à la fois de sécuriser et de mettre en confiance un prospect ou un client quand il entrait en relation à distance, tout en se prémunissant, lui, l'organisme financier, qu'il était à la fois dans l'épure de la réglementation, mais également qu'il mettait en œuvre des moyens lui permettant de mitiger les risques qui se présentent à lui dans ses entrées en relation, à savoir les usurpations d'identité, à savoir la lutte contre le financement et le blanchiment de l'argent, financement contre le terrorisme, pardon. Euh, ce qu'on voit effectivement dans cette période Covid, c'est que l'équivalent face à face est devenu de plus en plus prégnant, c'est-à-dire il y a eu ce besoin bien plus fort de permettre à la fois aux usagers des services bancaires, des services financiers, de crédit, fintech, crypto, de pouvoir opérer à distance, par contrainte cette fois, en toute confiance et en toute sécurité. Donc ce besoin d'être dans un cadre bien normé, mais également ce besoin pour les acteurs financiers de pouvoir mettre en œuvre différents types de parcours tout en utilisant les moyens mis à leur disposition assez librement. Or, jusqu'alors, certains moyens qui permettaient justement d'aller vers cet équivalent face à face qu'on recherche assez souvent, comme par exemple l'usage de la biométrie, ne permettaient pas encore de pouvoir agir, on va dire, librement, de pouvoir, pour l'organisme, l'entreprise, créer un parcours un peu sur mesure, sans frottement, ou en tout cas avec le moindre frottement possible, pour permettre des taux de conversion importants, tout en garantissant aux prospects d'être dans un contexte sécurisé. Donc je dirais que ce renforcement qu'on cite là, il est plus dans la réorganisation de ces moyens et dans leur mise en œuvre dans des parcours plus contraints, sous l'égide, effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, d'un régulateur qui va chercher à normer, flécher beaucoup plus ses parcours pour permettre d'agir en toute confiance. Olivier Kouvarakis, cette fois, du coup, qu'on parle de renforcement, de mise en œuvre ou de réorganisation aujourd'hui, et en prenant un peu de hauteur, peut-être pas seulement du coup sur les réglementations KYC, mais comment est-ce que le secteur crypto notamment réagit et quel est votre avis vous, sur ce contexte réglementaire? Bon, non, on est extrêmement favorable. Je le disais tout à l'heure, CoinHouse a été la première plateforme régulée en France. Alors, quand je dis régulée, c'est à passer le premier statut PSAN. Donc là, on vise l'agrément maintenant. Donc nous, on milite à fond justement pour cette régulation et l'implémentation de cette régulation. Elle est de deux ordres. Globalement, il y a d'une part MiCA, qui est un peu le déploiement du PSAN français au niveau européen. Donc la partie MiCA, elle a deux avantages. Ben, déjà, elle régule globalement les prestataires de services de cryptoactifs. Et en ça, son objectif, c'est de mieux sécuriser les investisseurs, leurs fonds, d'assurer de la transparence sur les investissements cryptoactifs. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et je pense que le deuxième point, et on commence à le voir, et ça, c'est au niveau européen, c'est que ça apporte une prévisibilité législative. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment entre Coinbase et la SEC, donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, vous voyez qu'en fait, Coinbase est en recherche d'une régulation et a menacé à plusieurs reprises de quitter les États-Unis. On a vu aussi des compagnies comme Circle venir s'installer à Paris. Donc l'absence de régulation, ou plutôt, j'allais dire, une réglementation par la sanction, c'est ce qui se fait aux États-Unis, finalement est préjudiciable aux sociétés qui cherchent encore une fois une prévisibilité législative. Donc ça, c'est pour la partie MiCA. Quand on en vient sur la partie KYC, je suis complètement d'accord avec Olivier, c'est un rattrapage. L'ANSSI avait déjà défini il y a longtemps des modalités de déploiement des KYC. Là, on est en train de rattraper parce que jusque-là, il manquait les outils tech, mais plus exactement l'expérience client qui était compatible à la mise en œuvre de ces exigences-là. Donc, typiquement, il y a des acteurs comme ID Now qui ont cette capacité de proposer des solutions qui répondent maintenant à l'enjeu technologique qui n'était pas relevé jusqu'ici, quoi. Donc pour moi, c'est un rattrapage pour répondre un peu à ta question sur la partie KYC, quoi. Ok, donc on a un Si je peux me renforcement, permettre réorganisation, rattrapage. Vas-y, pardon Olivier. Non, je t'en prie un petit complément sur ce que dit Olivier. C'est vrai que
c'est intéressant aussi ce propos parce qu'il y a la partie visible de ces parcours. Donc ces moyens dont on parle qui sont visibles du client, qui sont visibles de l'extérieur, qui sont manipulés, utilisés, et ce qu'on ne voit pas forcément, et ce renforcement, il agit là aussi. Ce sont les moyens qui sont mis en œuvre derrière ces parcours pour faire en sorte que ces outils qui étaient jusqu'alors disponibles, hein, on le dit, on le redit, typiquement, on a pris l'exemple tout à l'heure de la biométrie. La biométrie était déjà accessible. Si on lit bien la mesure 5 telle qu'elle existe, et elle existait déjà en l'état, elle était déjà, elle donnait accès aux établissements financiers à cette biométrie, ce qu'on ne voit pas nécessairement, et c'est peut-être là que le renforcement a eu lieu, et c'est ce qui rend ces parcours viables aujourd'hui au sens régulateur du terme, c'est qu'il y a un certain nombre de moyens additionnels, d'efforts qui ont été portés sur, peut-être pas la techno, mais sur les moyens et les processus qui sont derrière, et qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre en toute conformité et en toute confiance ces différents parcours. C'est peut-être ça qui est intéressant dans le côté ce qui est visible et ce qui est invisible. Et du coup, pour parler de ce qui est visible et pour le coup des parcours, mais aussi peut-être ce qu'il y a justement derrière, mais d'un point de vue plutôt peut-être process ou back, Olivier Kouvaraki, si on aujourd'hui, c'est quoi l'impact concret pour une structure comme Greenhouse de mettre en place un parcours conforme en termes de temps de mise en place, d'expérience client, c'est quoi l'impact? Il y en a plusieurs. On va dire que celui qui pourrait sembler le plus long n'est pas le plus long. Donc globalement, l'intégration de la solution de KYC, en l'occurrence, bon, nous, vous le savez évidemment, on a intégré ID Now. C'est pas très long, c'est quelques semaines. Ça, c'est pas vraiment la partie complexe. Finalement, ce qui s'avère un peu plus long, c'est qu'à chaque fois qu'on touche à ce parcours d'onboarding, chez nous, c'est 17 étapes, mais c'est globalement à peu près pareil chez toutes les fintechs et tous les acteurs bancaires. Il y a énormément d'informations qu'on recueille. Moi, je travaillais dans une société qui s'appelait Molotov avant, c'était 2 clics et un email. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner l'écart en fait de la difficulté d'onboarding. Donc c'est c'est un processus qui est très long. Et malheureusement, c'est vraiment cette étape du KYC aujourd'hui, c'est le principal drop, le principal ligne de fuite dans le parcours. Donc, et ça, c'est pas lié à la technologie, c'est que c'est une étape qui est un peu compliquée, qui demande d'avoir des documents, qui génère des ruptures de parcours, parce que parfois on démarre sur le web, on finit sur le mobile. Et donc, c'est une étape sur laquelle on va passer pas mal de temps pour justement fine-tuner, optimiser, parce qu'il y avait des vrais gains. Le taux de drop, encore une fois, est tellement important qu'on va passer probablement plusieurs semaines, plusieurs mois à tuner le parcours pour aller récupérer tous les clients qu'on perdait à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier impact un peu significatif. Le deuxième, c'est que effectivement la régulation évolue et les technos aussi, ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec une obligation de ce qu'on appelle en interne une rémédiation, c'est-à-dire qu'on a toute une base client qui a fait un parcours KYC qui désormais est obsolète, et donc il faut refaire passer toute cette base dans le nouveau processus, et ça aussi ça prend du temps. Et il y a des clients qui ne le font pas, il y a des clients qui ne reviennent pas sur l'app. Donc ça, c'est tout un processus à mettre en place pour, j'allais dire, récupérer tous ces clients et les remettre à niveau. Donc pour synthétiser, l'implémentation, c'est pas très long, le produit est très bien fait, donc ça va vite. Par contre, après, en termes d'expérience, il faut faire du fine-tuning pour retrouver les taux de conversion, et il faut surtout rattraper la base quand c'est nécessaire. Jean-Baptiste, je pense que ça recoupe pas mal avec les sujets aujourd'hui, les problématiques majeures que les clients qui font appel à OnePoint ont, j'imagine. Tout à fait. Et alors, du coup, je vais aller à la fois dans le sens, mais pas tout à fait dans le sens d'Olivier, où c'est vrai que ce qu'on voit, et c'est en même temps tout à fait logique, c'est que les grands établissements bancaires, enfin les grands et les moins grands, ont la contrainte où effectivement, sans rentrer dans la technique, mais intégrer quelques API, c'est globalement extrêmement rapide. Là où ça se complique un petit peu pour des banques qui ont un legacy, qui ont un historique, qui ont des structures projets qui évoluent, mais qui sont ce qu'elles sont, c'est que finalement, c'est pas tant l'intégration qui va être longue que faire évoluer le parcours, faire évoluer l'ensemble des règles métiers et se mettre tout ça à faire rentrer dans une roadmap qui est déjà bien chargée entre les aspects réglementaires, les nouveaux produits, etc. Et effectivement, du coup, c'est là où nous, on est sollicité et on est ravis d'intervenir chez nos clients. C'est à la fois pour finalement trouver les bonnes solutions pour répondre à ces évolutions ou à ces rattrapages réglementaires,
et regarder finalement comment on optimise les parcours, comment on optimise aussi les processus. Olivier parlait de remédiation et c'est vrai que chaque évolution réglementaire nécessite souvent de la remédiation parce qu'il y a un nouveau cadre dans lequel il faut très vite mettre des bases clients en conformité. Donc finalement, où est-ce qu'on met le curseur entre ce sujet respect pur et strict de la réglementation, tout en ayant une expérience client qui soit optimale et des parcours qui favorisent finalement les tunnels de conversion, qui favorisent l'acquisition, qui favorisent le cross-sell, l'upsell, enfin finalement tout ce qui est recherché, de manière à ce qu'une banque ou une société d'assurance se développe, fasse du PNB ou génère des primes. Donc en grande synthèse, sujet comment je me mets en conformité tout en optimisant l'expérience client. Et finalement, qui vient aussi comme une réflexion de comment ces contraintes qui sont apportées par la réglementation, comment je peux m'en servir aussi comme des opportunités pour avoir une expérience client encore plus optimale. Comment, en fonction de l'établissement, des cibles de clients qui sont visés, je peux au maximum self-cariser les clients ou au contraire mettre à disposition ces outils d'équipe front, d'équipe middle, d'équipe back pour que leur travail soit plus facile à opérer, pour que l'efficacité opérationnelle soit encore plus au rendez-vous. Donc c'est en l'occurrence sur ces sujets-là qu'on est mobilisé. À la fois, bien sûr, se mettre en réglementation, l'appliquer correctement, trouver les bonnes solutions pour le faire, et puis penser l'expérience client, penser les processus de manière à optimiser à la fois ce qui est visible du client, et puis en symétrie des attentions, faciliter au maximum le travail des collaborateurs au quotidien. Là, je me retourne vers toi plutôt, du coup, Olivier Artis, cette fois. Lorsqu'on parle d'impact, effectivement, on a parlé pas mal de contraintes là. Jean-Baptiste évoque le fait qu'il y ait aussi des opportunités. Mais concrètement, la réglementation et la mise en place des solutions dédiées, elles ont aussi des impacts positifs. Et ça, c'est un message qu'on cherche aussi à délivrer chez ID Now. Oui, tout à fait. Je dirais pour reprendre les deux interventions, celle d'Olivier, celle de Jean-Baptiste, on entend quelques mots que souvent on oppose. On entend expérience client, on entend évidemment lutte contre la fraude, coût, investissement, tous ces éléments-là sont indéniablement liés. Aujourd'hui, l'entrée en relation, elle est beaucoup moins linéaire qu'elle ne l'était il y a quelques années en arrière. Pourquoi ? Parce que on s'adresse à des canaux qui sont différents, à des types de populations différents. On va vers on a connu l'hyper-personnalisation dans le marketing, on commence à connaître l'hyper-personnalisation dans l'entrée en relation aussi. Évidemment, en fonction de la typologie de l'entreprise de services financiers derrière, on ne vit pas les mêmes contraintes selon le canal de distribution, qu'il s'agisse d'agir sur du web, en hybride ou d'agir sur du 100% mobile. On ne vit pas forcément les mêmes événements. Je dirais que chez Idino, on a décidé de prendre chaque contrainte comme une opportunité et de mettre en œuvre avec nos clients. Je crois qu'Olivier pourra témoigner d'ailleurs de ce qui a été fait, de ce que nous avons mené ensemble pour partir d'un point de départ qui était sûrement pas parfait et pour tendre vers quelque chose de beaucoup plus adapté, sans forcément générer de surcoût, mais en générant des opportunités pour la structure, en l'occurrence, puisque en agissant sur les différents leviers, aussi bien au sein du parcours que dans les technologies utilisées, que dans l'adaptation de certaines règles métiers, c'est parfois challenging de venir avec un service tel qu'il est pensé par nous, de se confronter aux règles métiers qui sont celles de notre client, et petit à petit d'essayer de lui expliquer qu'il y a peut-être des améliorations, il y a peut-être des adaptations à effectuer. Donc il y a des partages d'expériences également qui se font, qui eux aussi sont souvent génèrent des opportunités. Et quand on arrive ensemble, et là c'est vraiment un travail commun entre à la fois nos clients bien sûr, mais également des acteurs de valeur ajoutée que sont les sociétés de consulting qui travaillent proches de nous et qui accompagnent la plupart du temps nos clients et nous-mêmes en tant qu'éditeurs, où on va arriver dans on va dire ce triangle à vraiment aller chercher des valeurs dans la mise en œuvre de ces solutions. Donc, on ne va pas parler que de coûts, même si évidemment, indéniablement, je suis commercial, donc à un moment ou un autre, je dirais qu'il faut passer à la caisse, mais au-delà de ça, les valeurs, elles sont dans l'optimisation des taux de conversion, ce sont des valeurs immédiates qu'on quantifie tout de suite, mais il y a des valeurs qu'on voit moins. On a des expériences avec certains clients qui ont été confrontés, malgré
l'usage de certaines solutions à des fraudes qui peuvent parfois avoir des impacts financiers forts. Exemple dans le domaine du leasing avec une fraude à l'identité qui va mener potentiellement à des vols de voitures. Alors oui, un KYC un peu évolué, travaillé, ça va coûter quelques euros pour le coût d'acquisition. Se faire voler 1, 2, 3, 4 véhicules, le coût n'est pas du tout le même à la sortie. Qu'il s'agisse du coût direct ou même du coût indirect en termes d'image pour la structure et derrière et de confiance avec ses clients. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste et Olivier. Il faut vraiment le voir comme une opportunité. Il faut aller au-delà de la contrainte et il faut se questionner sur comment est-ce que je vais chercher à valoriser ça et aller chercher l'expérience là où elle se trouve, aussi bien avec nous, IDINO et l'ensemble de nos, par exemple, Customer Service Managers qui sont auprès de nos clients tous les jours et qui partagent cette connaissance. Je crois qu'Olivier l'a très bien vécu, mais également avec des sociétés comme OnePoint avec qui on travaille régulièrement pour réellement tuner l'expérience et rendre, si possible, les parcours avec le moins de couture possible dans les deux sens. Mise en conformité et gestion de la fraude et expérience client, taux de conversion. Peut-être pour rebondir et très en phase avec Olivier, en termes de démarche, presque de démarche intellectuelle, c'est là où je pense que ces réglementations, il faut les appliquer parce que de facto, il y a besoin c'est nécessaire de se mettre en conformité et sans prêcher pour ma paroisse, mais avoir une vision large finalement sur à la fois ce que ça induit comme contrainte, mais ce que ça offre comme opportunité est intéressant. Parce qu'effectivement, comme le disait Olivier, et notamment quand on fait rentrer la variable fraude dans l'étude et dans la discussion, finalement, tous les coûts évités, et notamment toutes les fraudes induites, qu'on parle de fraude à identité, de fraude documentaire et tous les autres types de fraudes sur les moyens de paiement, les fraudes au site miroir, etc. Finalement, toute cette réassurance que peuvent apporter les solutions qu'on appelle, nous, de confiance numérique, c'est tout autant de coûts de fraude évités. Et finalement, par rapport effectivement à quelques dizaines ou centaines de kilos d'euros investis pour ajouter des solutions dans des parcours ou dans des process, faire évoluer les parcours à destination des clients. Quand on fait le calcul est assez difficile à faire, mais quand on fait le calcul entre la fraude évitée et finalement les évolutions que ça induit, on a souvent des rapports gains qui sont assez intéressants et qui permettent de redéployer tous ces coûts sur d'autres investissements plutôt orientés développement, à mon sens. Je vais te redonner la parole tout de suite, Jean-Baptiste. Je pense qu'on a pas mal posé le contexte. On a même commencé un petit peu à rentrer sur les différentes stratégies déployées face aux enjeux. Pendant la préparation du webinaire, tu as évoqué deux grands types de réactions. Tu séparais deux grands types de réactions face aux réglementations et face à l'évolution du contexte réglementaire. Est-ce que tu peux nous les détailler un petit peu? Oui, tout à fait. Et merci pour la question, du coup, Samuel. Et n'y voyez aucun jugement de valeur, évidemment. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes ces solutions, alors il y en a certaines, comme disaient les deux Olivier, hein, qui existent depuis un certain temps. La biométrie, ça fait relativement longtemps qu'elle existe. Alors, elle est cadrée, notamment en France par l'ANSSI, et un coup de tampon en termes de certification, c'est relativement récent. Et le process, on sait, a été long et continue d'être long pour l'obtenir. Pour autant, c'est des solutions qui existent depuis longtemps. Idem, si on tire le trait un petit peu plus loin sur les solutions autour de la DSP2, par exemple, ou sur des solutions d'accès aux données à la source, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours un peu la question, est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Et finalement, et c'est là où n'y voyez aucun jugement de valeur, mais est-ce que je me positionne plutôt en précurseur, où je vais venir tester très tôt des solutions pour voir un petit peu ce que ça peut donner, plutôt dans une approche test and learn ou A/B testing, pour reprendre plein de termes anglophones, de voir un petit peu ce que ça peut apporter dans mes parcours. Est-ce que ça augmente mes taux de conversion? Qu'est-ce que ça me génère comme gain en termes d'efficacité opérationnelle? Et d'autres acteurs qui attendent plutôt que le marché soit à maturité, qu'il y ait des leaders comme IDINO ou d'autres sociétés qui se dégagent avec des solutions robustes, qui ont plusieurs références, etc. Donc, à mon sens, c'est la bonne question à se poser. C'est est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Est-ce qu'on a la possibilité aussi, parce que ça nécessite un peu d'investissement, de voir finalement ce que peuvent apporter ces solutions, ou est-ce qu'on est un peu plus en suivi du marché, fonction de ce qui est mis en place. Et après, ça pose d'autres questions, mais qui sont extrêmement structurantes pour les acteurs financiers et puis pour toute une organisation, qui touchent plutôt à la tech, des sujets d'architecture, où IDINO existe et il y a plusieurs solutions sur différents services qu'on a évoqués, de la biométrie, de la signature électronique, de la vérification de documents. Il commence à y avoir
plusieurs acteurs, ou en tout cas de nombreux acteurs présents, avec des solutions intéressantes, va se poser la question, comme c'est souvent le cas dans des missions qu'on a l'habitude de mener, de regarder est-ce que finalement je vais chercher le meilleur dans chacune des catégories? Est-ce que je m'équipe avec les meilleurs du marché sur les différentes solutions? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une approche un peu plus plateforme, en allant chercher un acteur qui a une belle palette de solutions et finalement jouer en fonction de ce dont j'ai besoin sur les différentes API, sur les différents services, pour finalement venir ajouter tous ces services complémentaires dans mes parcours, dans mes processus, et travailler à la fois la mise en conformité réglementaire et soigner l'expérience client et optimiser les process. Donc en synthèse, effectivement, ce qu'on voit nous, c'est à la fois des acteurs qui poussent, qui expérimentent et qui poussent d'ailleurs parfois les régulateurs à évoluer sur ce qui est permis ou ce qui est acceptable, et puis d'autres qui, on va dire, se posent des questions un petit peu plus structurantes sur, en tirant le fil un peu plus long terme, finalement, qu'est-ce qu'induisent ces nouvelles solutions dans mon architecture et comment je peux optimiser tout ça dans le temps en s'appuyant sur des acteurs qui ont une offre un peu plus variée et sur lesquels on peut jouer sur différents tableaux. Merci beaucoup pour cette réponse du coup. Et Olivier, en tant que fournisseur du coup de solutions, notamment de vérification d'identité, est-ce que tu retrouves toi cette dichotomie précurseur-suiveur et comment est-ce que vous positionnez vis-à-vis de ces deux types de comportements? Comment est-ce qu'on adresse chacun? Alors, je vais rester dans la même thématique que Jean-Baptiste. Si on regarde le marché aujourd'hui des services financiers, qui sont ceux qui sont les plus touchés aujourd'hui par ces éléments-là, indéniablement, on distingue des typologies de clients, des typologies d'organismes qui sont... alors, est-ce qu'on va parler de précurseurs ou de suiveurs? En tout cas, on peut regarder l'appétence au risque et on peut facilement constater que des sociétés peut-être plus avec cette dynamique start-up, fintech, vont avoir peut-être une exposition plus forte à l'entraînement et à l'expérimentation. C'est un peu dans leur ADN. Ils ont souvent des campagnes d'A/B testing, ils ont souvent du testing sur leurs propres produits. Donc, ils ont cette, je dirais, intrinsèquement, cette capacité. Crypto, d'ailleurs, c'est la même chose aussi, à aller se confronter au marché sur des jeux de test de solutions. De l'autre côté du radar, on va trouver des établissements bancaires qui sont plus prudents, plus regardants aux solutions mises en œuvre, mais ça se comprend aussi par le fait que ces organismes-là, par l'exposition qu'elle a leur sur le marché et le nombre de clients dont ils s'occupent, sont aussi beaucoup plus exposés à différentes typologies de fraude et de risque, ce qui potentiellement va les rendre aussi peut-être plus attentistes et vouloir aller sur des solutions plus éprouvées, plus robustes, qui auraient déjà fait leurs preuves dans d'autres contextes. Pour autant, on trouve aujourd'hui, en tout cas chez Adino, on a trouvé, si on prend le cas du PVID qui est fort récent, qui est tout à fait dans la thématique de l'évolution réglementaire, de la mise en œuvre de ces moyens existants dans des parcours un peu plus contraints par le régulateur, on constate que des grands acteurs bancaires ont été auprès de nous pour être dans une logique d'expérimentation et de test and learn sur la solution, ce qui leur procure d'ailleurs potentiellement un certain, je ne sais pas si on peut parler d'avantage, mais un certain confort quand ils vont le mettre en production, puisqu'il y aura une acquisition d'expérience, un effet d'entraînement qui va leur permettre de comprendre tout de suite où est-ce qu'on peut l'utiliser, quel est le meilleur canal, la bonne population cible. À contrario, d'autres structures qui ont été plus patientes peut-être, bénéficieront peut-être moins de cet effet d'entraînement, pour autant auront la possibilité d'avoir un service qui sera déjà peut-être plus opérationnel, plus éprouvé, plus testé. J'opposerai pas en fait suiveur et précurseur, c'est un état d'esprit. Ça va surtout, je pense, dépendre au-delà de la structure, de la typologie de client qu'on souhaite adresser avec ce moyen d'entrer en relation, le canal de distribution qu'on veut couvrir, le type de produit et de service qu'on veut y vendre. Typiquement, aujourd'hui, encore une fois, je zoome sur PVID, on peut facilement se dire c'est du mobile first, on va s'adresser à du digital native, donc on va aller voir des canaux de distribution moins habituels peut-être, que peuvent être des réseaux sociaux par exemple, où l'usage de ces moyens est maintenant assez répandu et on va avoir une appétence assez forte et finalement des taux de conversion intéressants, là où peut-être sur d'autres canaux, on va utiliser d'autres moyens. Ce qui permet de rebondir sur le thème qu'a ouvert Jean-Baptiste, qui est intéressant, qui est
je suis un organisme financier, je suis exposé à des typologies de clientèle différentes, à des canaux de distribution différents, à des pays et des géographies différentes, avec des régulations différentes, ce qui en soi crée une énorme complexité, parce que j'ai besoin à tout moment de pouvoir délivrer un produit ou un service, de faire l'acquisition d'un client, tout en me garantissant que je ne suis pas en défaut par rapport à une réglementation. Donc, soit j'adopte la solution best of breed dont parlait Jean-Baptiste, qui consiste à orchestrer soi-même un certain nombre de solutions qui vont me permettre de délivrer mes produits et services en toute sécurité, en toute confiance et en accord avec les réglementations dans toutes ces zones géographiques et dans tous ces canaux de distribution, ou est-ce que je vais tendre vers une approche plus structurée avec un socle et un certain nombre de, appelons ça par extension, des microservices que je vais pouvoir, par une interface, mettre en jeu facilement pour pouvoir déployer des parcours et avoir finalement un acteur comme Idino, pourquoi pas, qui demain vous permettra, puisqu'on a dès aujourd'hui ces technologies-là chez nous, d'avoir une plateforme multiservicielle qui permet à la fois de se conformer à la réglementation, mais également de tuner les parcours en fonction des zones géographiques, que ce soit du mobile first, de l'hybride, pouvoir aider un middle office d'une banque, par exemple, à aller faire de l'acquisition par le téléphone. Tout ça à travers un socle unique qui permet, si on se souvient de la thématique juste précédente, justement d'absorber des coûts et de capitaliser sur un investissement tout en allant chercher vraiment le bénéfice de ces plateformes, à savoir l'expérience et l'acquisition de cette expérience qui va me permettre demain d'être de plus en plus adapté au marché et d'avoir de cette hyper personnalisation que j'évoquais tout à l'heure de l'entrée en relation. Je pense qu'Olivier a un avis intéressant sur le sujet, puisque exposé au marché, ça doit être quelque chose qui est prégnant chez toi. Oui, merci de prendre la perche, mais effectivement, nous, de notre côté, on va plutôt chercher une solution, une sorte de one-stop shop sur cette partie-là. C'est lié aussi à la taille de la structure et à la volonté d'avoir une certaine célérité. Donc, de pouvoir scaler à l'international quand on en a besoin, de pouvoir être toujours au bon niveau de la réglementation avec un acteur fiable et qui justement implémente les innovations au fil de l'eau. Donc, pour nous, c'est clé. Sachant qu'il ne faut pas l'oublier, encore une fois, nous, en tout cas moi sur la partie produit, je regarde au global toute la partie onboarding. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le KYC est une partie critique, mais ce n'est pas la seule. Donc, on a aussi d'autres outils à implémenter. On fait des choses en interne avec le scoring de risque, on fait des choses en interne avec l'asset freeze. On a des partenaires comme Comply Advantage aussi pour toute la partie LCBFT. Donc, en gros, on n'est pas en train de se dire qu'on a un outil pour tout. Déjà, l'onboarding, c'est 4, 5, 6 outils qu'il faut connecter. Et donc, si en plus, on allait dans le détail pour chaque pays, chaque réglementation, et qu'on doit brancher, interconnecter, valider, s'assurer de l'interopérabilité, et le tout dans le temps, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la régulation évolue. Bref, il ne faudrait pas qu'on soit une centaine de TP comme on l'est aujourd'hui, mais voilà, il faudrait peut-être qu'on ait la taille d'une banque, ce qui, j'espère, arrivera. Mais aujourd'hui, nous, ça correspond à notre taille. Et quelle que soit, j'allais dire même la scalabilité, ça reste même à évaluer la pertinence de splitter en différents acteurs. Aujourd'hui, pour nous, elle n'est clairement pas sur la table, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de la solution que vous avez implémentée? Je pense qu'une partie intéressante, on a évoqué pas mal l'expérimentation, l'amélioration des solutions au fur et à mesure. Je crois que c'est quelque chose que vous avez vraiment mis en place chez vous. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Le produit, en l'occurrence IDNOW, est déjà très bien fait, donc il s'intègre hyper vite. Donc la valeur ajoutée, on l'a effectivement là, mais là où on l'a vraiment vécu, c'est on a un drop, hein, et je ne sais pas, Jean-Baptiste pourra en témoigner, mais il y a toujours un drop dès qu'on change un peu les parcours, parce qu'on change ne serait-ce que l'expérience client, donc il y a un peu d'adaptation au changement, etc. Là où ça a très bien fonctionné, c'est qu'en fait, on s'est très vite mis en équipe projet, donc avec Cyril chez vous, qui était vraiment dans nos locaux ou très fréquemment joignable, pour définir un plan d'action, une to-do list, mesurer les performances de nos actions. Il y avait des choses à faire
honnêtement 50-50 entre IDNOW et nous, puisque le parcours globalement il est imbriqué. Donc c'est pas uniquement le fournisseur qui a du travail, c'est vraiment un travail conjoint. Et donc ça va vite quand on le fait ensemble. Je pense que ça serait désastreux en termes de méthodologie de rejeter la faute, de bosser, d'itérer, dans le temps. Donc c'est vraiment un petit groupe projet, moi, que je conseille de faire comme on l'a fait là, pour bénéficier de l'expérience, parce qu'IDNOW a pas mal de clients quand même. Donc on a vite des feedbacks sur les gros endroits où il faut optimiser. Nous, on a nos spécificités avec la crypto, donc on voit très vite ce qu'on est capable de faire, pas faire. Et honnêtement, on a fixé ça en 1 mois et demi. On est revenu à un taux qui était celui qu'on connaissait avant, voire un peu meilleur. Donc non, ça se fixe assez vite si on le prend comme ça, quoi. Et c'est, je pense, tout l'avantage d'avoir un partenaire comme IDNOW, que de justement avoir des équipes dédiées pour aller au-delà de la phase d'implémentation, mais vraiment d'aller jusqu'après à l'optimisation des KPI, quoi. Peut-être pour rebondir, Olivier est très en phase du coup, hein. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup et auquel on croit beaucoup chez OnePoint. Je pense sur ces solutions qui sont relativement nouvelles et qui, alors nouvelles non, on disait l'inverse tout à l'heure, mais en tout cas qui sont de plus en plus prégnantes en termes d'expérience client et qui, mine de rien, viennent un petit peu chambouler l'expérience client. Extrêmement important à mon sens et à notre sens côté OnePoint, d'être dans cette approche, aller tester très vite en prod ou sur des panels de clients ou dans une logique d'A/B testing entre différents parcours. L'idée étant d'avoir ces nouveaux parcours, d'être conforme réglementairement, mais évidemment de soigner au maximum l'expérience client et que ces solutions ne viennent pas altérer la conquête, altérer les taux de transformation dans les parcours. Donc on croit beaucoup et très aligné sur la nécessité d'être très vite au contact des clients. Pourquoi pas de les intégrer d'ailleurs aussi dans la réflexion et dans la construction des parcours, pour que finalement, quand le produit assemblé et donc les parcours arrivent, tout ça soit déjà optimisé et pensé dans une logique où on minimise les drops et on maximise les taux de transformation. Ouais. Top, merci, super intéressant. On va conclure le webinaire sur un dernier point qui est peut-être un peu plus prospectif. Alors, je ne vais pas vous demander de faire des prévisions, je sais que vous ne les risquerez pas, mais plutôt essayer de se dire un petit peu les enjeux qui arrivent et quels sont les enjeux pour vous dans les prochains mois à court et moyen terme sur cette partie contexte réglementaire. Olivier Artus, pour le coup, si tu veux commencer un petit peu sur les enjeux peut-être des solutions de vérification d'identité et plus largement de KYC dans les prochains mois, prochaines années. Ça a été fort bien introduit, donc merci de m'avoir facilité le boulot, messieurs. Je dirais qu'on a si je voulais extraire plusieurs tendances, on en a au moins 3, je m'arrêterai à celle-là. La première, c'est que l'entrée en relation, pour pas parler que de KYC, comme le disait très bien Olivier tout à l'heure, l'entrée en relation est une thématique qui devient de plus en plus présente. La digitalisation des parcours, elle est très avancée pour certains acteurs du domaine financier. Elle l'est encore moins pour d'autres, mais il y a du rattrapage qui est en train de se faire. Cette thématique d'entrée en relation, on voit bien qu'elle ne met pas en jeu que la brique vérification d'identité, elle met en jeu un certain nombre de services additionnels qui permettent de se mettre en conformité, qui permettent de mitiger du risque, qui permettent de capter de l'information. N'oublions pas qu'on est dans un contexte d'acquisition client, donc on a besoin aussi de capter de l'information pour pouvoir se créer des bases de prospects, pourquoi pas, de gens qui n'iraient pas à terme et qu'on voudrait relancer. Donc on est aussi dans cette thématique d'acquisition. Donc il y a ce besoin d'acquérir une certaine maturité. On voit qu'il y a une certaine maturité maintenant qui vient et il y a de plus en plus autour de cette maturité une volonté de rationaliser. Donc il y a cette première tendance-là qui est j'ai à l'échelle même d'une structure modeste, évidemment à l'échelle d'une grande banque encore plus, j'ai potentiellement X solutions qui traitent la même thématique. Cette thématique peut être une vérification d'identité, une vérification d'un seul document, qui va jusqu'à l'entrée en relation et l'équivalent face à face. Est-ce que j'ai moyen de rationaliser? Est-ce que j'ai moyen d'aller vers cette vision, je dirais, de socle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet demain d'aller vers cette personnalisation et vers affiner l'approche de l'entrée en relation avec l'ensemble des moyens mis en œuvre en fonction d'une clientèle cible ou d'un canal de distribution cible. Donc il y a déjà cette première tendance
de rationalisation. Il y a une deuxième tendance qui est on en a parlé au tout début, le renforcement réglementaire. Ce renforcement réglementaire, il passe par un peu plus de contraintes, peut-être. Il génère, on l'a vu tout à l'heure, des opportunités. On le voit dans l'ensemble des pays, mais parfois cette évolution, ce renforcement réglementaire, il va aussi dans le sens de la simplification. On le voit par exemple dans des régions peut-être plus germaniques, où de plus en plus le self-care devient une thématique à la mode, là où jusqu'alors le flux vidéo restait un passage obligatoire. Donc cette évolution réglementaire, ce renforcement, il est aussi l'opportunité de simplifier, d'optimiser. Donc c'est pour moi la deuxième grande tendance, et plus ces réglementations évoluent, et plus on a besoin d'avoir un acteur auprès de soi qui reste au fait de ces réglementations. Et enfin, une fois qu'on met tout ça dans le chapeau, je dirais que la troisième tendance est finalement la conséquence des deux autres, c'est que on se rend compte que ça devient complexe. Ça devient complexe de se dire, j'ai un KYC, je dois vérifier une identité, je dois faire un PPML, je dois aller chercher un justificatif de domicile pour les établissements bancaires ou pour le crédit. Je dois potentiellement également, quand je vais entrer en relation en B2B, ne pas oublier que là, je dois aller chercher un cabis, je dois aller chercher du mandataire, je dois faire du watching sur les listes. Enfin bref, c'est ce dont parlait Olivier tout à l'heure. Il y a énormément de choses qui constituent cette entrée en relation, et on a de plus en plus cette tendance de plateforme dont on a parlé tout à l'heure. Pour parler dans le langage du Sud, un artichaut avec ses feuilles, avec un cœur au milieu. Le cœur, ça va être le socle. Et puis autour de ça, on va venir y greffer différents services qui vont pouvoir être orchestrés facilement. Et je pense que la tendance, elle est là aujourd'hui, à la fois d'optimiser, de hiérarchiser ses besoins, de personnaliser et d'aller vers une plateforme structurée qui permet en tout confort, c'est-à-dire avec un taux de disponibilité quasi à 100%, je dis bien quasi, j'insiste, à 100%, pour pouvoir permettre de déployer dans toutes les géographies, tout en garantissant à nos clients qu'ils sont en conformité, ils resteront en conformité, et donc ils ne s'exposent pas eux-mêmes à un risque avec leur réglementaire. Et la dernière grande tendance, mais ça je laisserai mes collègues en parler, sûrement Jean-Baptiste en parlera mieux que moi, c'est évidemment le next step. Alors on ne va pas être prospectif, mais l'identité numérique pointe le bout du nez, c'est un sujet qui est très à la mode. Les cas d'usage ne sont pas encore tout à fait là, mais on sent bien qu'au-delà du KYC, va se poser la question de la récurrence, de l'identification, de la facilitation, et peut-être que demain, l'identité numérique sera un moyen, au sein, par exemple, de notre plateforme, puisqu'elle est déjà disponible, de pouvoir aller vers ce que je disais là, c'est-à-dire répondre à ces trois tendances en une. Et l'autre Olivier, du coup, si on prend la vision plutôt d'un fournisseur de services comme vous, c'est quoi vos enjeux justement? Est-ce que ça match avec ce que vient un peu d'évoquer Olivier? Et puis surtout, comment est-ce que vous vous y préparez concrètement? Donc oui, ça match parfaitement ce que dit Olivier. Il y a plusieurs choses. Nous, on a une amélioration quotidienne qu'on fait sur ces parcours-là. D'un point de vue, j'allais dire, marketing et même produit, j'allais dire, il faut trouver l'avantage de cet inconvénient d'avoir un très long parcours, c'est que on a énormément d'informations sur le client dès le début. L'inconvénient d'avoir un parcours très court, c'est aussi que on a peu d'informations. Et si vous le voyez au niveau produit, vous êtes peut-être des adeptes de plateformes de streaming musical, vous voyez qu'effectivement c'est très rapide de s'inscrire, mais très tôt on vous pose des questions sur vos goûts musicaux. Donc finalement on rallonge le parcours pour savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, etc. Bon ben là on peut en faire une force, c'est-à-dire que après un KYC, on sait énormément de choses sur vous, et on peut justement adapter l'offre à vos montants d'investissement, à votre patrimoine, à votre zone géographique, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tirer profit de toutes ces informations très tôt pour éviter d'avoir un call start et justement de mieux cibler, de mieux orienter nos clients pour avoir une meilleure activation, une meilleure conversion. Donc ça, c'est un travail assez important pour nous. Et de continuer à le simplifier. Donc on parlait, il y a des outils, il y a l'open banking qui arrive aussi et la possibilité de récupérer pas mal d'informations pour que le client n'ait pas à les saisir. Donc voilà, donc toutes ces évolutions-là, on veut s'en saisir pour simplifier le plus possible la vie du client sur cette étape. Après, effectivement, Olivier en parlait, mais on suit de près des initiatives qui en plus se placent dans la blockchain. Il y a des initiatives aujourd'hui d'identité décentralisée dans la blockchain qui globalement et concrètement se manifestent par la création d'un NFT qui porte l'identification du client. Et vous savez que la blockchain, ça permet de certifier ça
Et ça permet aussi de faire circuler l'information. Donc voilà, donc nous, on est en plein dedans et c'est des choses qu'on va regarder de près pour voir si ça se développe, parce qu'il y a toujours un problème avec ça, c'est qu'à un moment, il faut avoir une masse critique. Il faut que les gens acceptent de mettre leur identité de façon biométrique, comme WorldCoin de notre ami Alman, ou chez un prestataire autre, qui pourrait être d'ailleurs IDNow s'il allait sur cette techno. Donc voilà, donc on suit ça de près parce que ça fait partie de notre écosystème et que ça pourrait être une vraie façon de fluidifier l'identité numérique. Du coup, on va terminer avec Jean-Baptiste qui a fait l'introduction. Tu vas pouvoir conclure également du coup sur ce webinaire avant de prendre des éventuelles questions. Toi, tu as évoqué les opportunités créées créées aussi par ces nouvelles réglementations. Alors, c'est quoi les enjeux et c'est quoi les opportunités du coup pour les années qui arrivent? Alors, on a déjà pas mal parlé d'identité numérique, mais peut-être que tu veux revenir sur ce sujet aussi. C'est ça. Et alors, j'allais aller dans le sens d'Olivier K, très aligné sur ce concept marketing d'ultra personnalisation ou de personnalisation de masse, qui est un peu la panacée, on va dire, d'un point de vue marketing. À mon sens, face aux contraintes que peuvent apporter la nécessité de vérifier l'identité, de collecter tout un tas de données pour se conformer aux obligations KYC, c'est aussi l'opportunité de collecter beaucoup de données. C'est une opportunité de collecter toutes ces données et en les travaillant de la bonne manière, en se posant la question des usages qu'on en fait, c'est aussi une manière de personnaliser les produits, les services, de personnaliser le service qui est rendu aux clients, les interactions clients sur les différents canaux. Donc il y a un vrai enjeu, à mon sens, à utiliser cette mine d'or d'informations en complément de tout ce qu'ont déjà les acteurs des services financiers, pour finalement tendre vers cette personnalisation et finalement aller chercher de la satisfaction client, aller chercher de la fidélité grâce à la personnalisation. Et effectivement, le deuxième grand volet que j'apprécie beaucoup et sur lequel on investit pas mal chez OnePoint, c'est aussi effectivement bien suivre ces sujets autour de l'identité numérique. On le voit, ça naît, c'est très développé dans certaines géographies, ça l'est peut-être un petit peu moins en France, ou en tout cas ça se développe progressivement. Et ce qu'on voit, c'est qu'en se penchant un peu sur ce que ça permet de faire, au-delà du côté sécurisation et récurrence de l'authentification, et notamment de l'authentification forte, c'est finalement de s'interroger sur les nouveaux usages qui vont être permis, et certaines choses qui sont peut-être assez complexes quand on vient cumuler un certain nombre de solutions qui peuvent permettre, par exemple, de tendre vers un crédit octroyé et décaissé dans un délai extrêmement court. C'est finalement comment, en s'appuyant sur de l'identité numérique, j'offre de nouveaux services, j'offre de nouveaux usages autour de mes produits qui vont à la fois optimiser de manière extrêmement forte l'expérience client, tout en ayant des risques, notamment autour de la fraude, qui soient très maintenus, puisque par définition, et même si la fraude parfaite continuera, ou la fraude simili-parfaite continuera d'exister, c'est des solutions qui viennent quand même, qui sont extrêmement robustes, qui sont certifiées, avec un cadre européen qui est en train de se dégager et qui se met en place progressivement. C'est des solutions extrêmement fortes et auxquelles je crois beaucoup, pour le coup, dans une vision très personnelle, dans le futur, sur de nouveaux usages, de la bancarisation, l'accès dans certaines géographies à des services financiers qui sont potentiellement plus difficiles aujourd'hui. Donc, à mon sens, il y a ces deux sujets. Comment j'exploite toute cette mine d'or d'informations que je collecte aussi grâce à de la contrainte réglementaire pour tendre vers cette personnalisation, produits, services et gestion des interactions clients, services rendus aux clients. Et finalement, comment j'anticipe, ou comment très tôt je me pose la question des nouveaux usages que des solutions qui existent aujourd'hui et qui sont déjà en place et certifiées. Qu'est-ce que ça peut tirer comme nouveaux usages et quels bénéfices en tant qu'acteur des services financiers ou fintech, qu'est-ce que je peux en tirer comme bénéfice? Génial. Mais écoutez, merci à tous les trois. Si certains ont des questions, le chat est ouvert normalement pour, donc n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. D'ici à ce que les questions arrivent, j'en profite pour glisser un mot sur l'identité numérique on a beaucoup évoqué. Il se trouve que, hasard du calendrier, on est intervenu pas plus tard que jeudi dernier sur cette thématique par l'intermédiaire de Stéphane Mavel pendant la conférence IN Bank. À mon sens, en tout cas, cette keynote est une super introduction sur l'identité numérique, ce que c'est et comment elle s'applique dans le monde bancaire et plus généralement des fintechs. Donc on n'hésitera pas à vous la faire parvenir. Je crois que Stéphane est en plus
parmi nous là aujourd'hui. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions peut-être dans le chat pour les 3 intervenants ou l'un des 3 plus en particulier. Peut-être que vous avez des questions entre vous, messieurs. Vous pouvez me poser des questions directement. Je crois qu'on les a un peu adressés pendant l'échange, en fait, quelque part. Indirectement, on a un peu Je pense que ça a couvert nos été assez sujets. riche, ouais. Ouais, ça a été assez complet. Ouais. Bon, je ne vois rien venir. Si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter. Je pourrais sans souci vous mettre en relation avec l'un ou l'autre des intervenants. Merci à tous d'avoir participé. Voilà, Stéphane à votre disposition pour approfondir le sujet de l'identité numérique. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous recontacter si besoin. Merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Merci encore une fois aux 3 intervenants. Et puis à bientôt pour un prochain du coup webinaire, peut-être sur l'identité numérique, du coup, comme c'est un sujet quand même qui revient régulièrement. Avec plaisir. Merci à tous. Une très Merci bonne à journée. tous. Merci à toutes et tous. Merci Au revoir. Jean-Baptiste, merci Olivier. Merci.